Soliman le Magnifique, c'est donc le sultan donc de l'Empire ottoman qui va régner de 1520 à 1566. Il monte sur le trône à la suite de la mort de son père Selim Ier, qui avait régné quelques années, très peu de temps, mais il avait été surnommé le Cruel. Et Soliman arrive, il a entre 24 et 26 ans. C'est un jeune homme, assez discret a priori, puisque l'Occident ne le connaît pas, et pense même que l'expansion ottomane va subir un arrêt, ce qui ne sera pas du tout le cas. Soliman va reprendre à sa charge l'expansion de l'Empire ottoman, il l'amènera à sa plus grande expansion et va surtout être surnommé le Magnifique par les Occidentaux du fait de la magnificence de sa cour et du grand guerrier qu'il fut et surtout le grand juriste, parce que les Ottomans vont le surnommer El Kanouni, donc la personne, le législateur. Alors, je ne sais pas si on peut parler de véritable alliance, parce que le mot alliance n'a jamais été prononcé. On parle plutôt de bonne intelligence, d'amitié. Mais en fait, François Ier monte sur le trône en 1515, c'est un jeune roi. Il reprend à son compte lui aussi les guerres d'Italie, en fait, pour récupérer une partie de ses territoires italiens. En 1525, François Ier subit une énorme défaite. Il est fait prisonnier à la bataille de Pavie par Charles Quint, son grand rival, et il va donc demander de l'aide à Soliman le Magnifique. En fait, la première demande d'aide n'émane pas de lui, mais de sa mère, Louise de Savoie, qui envoie une première ambassade, entre guillemets, à Soliman. Malheureusement, cette ambassade disparaît en Croatie, elle est assassinée, a priori, elle n'arrivera jamais à bon port. Et donc, François Ier renvoie une deuxième personne, Jean Frangipani, qui est je dirais un transfuge un peu, qui va partir vers la porte pour demander de l'aide à Soliman, avec évidemment tout ça avec des instructions orales, mais aussi avec une lettre cachée dans sa chaussure, parce qu'il fallait que ça reste secret. Et voilà, ce sont les premiers contacts avec Soliman. C'est une demande d'aide en fait pour ouvrir un second front en Europe pour diviser les forces de Charles Quint. Cette demande d'aide, en fait, n'aura pas l'occasion d'aboutir à quelque chose parce qu'en 1526, François Ier est libéré, donc il n'a plus vraiment besoin de cette alliance. Cependant, Soliman lui répond favorablement, lui renvoie une lettre, lui renvoie Jean Frangipani avec une lettre compatissante, je dirais, vis-à-vis de la captivité du roi. Et François Ier laisse tomber, dans un premier temps, cette demande d'alliance, sachant pourtant qu'il aura besoin d'alliés, parce que Charles Quint a des visées sur le royaume de France. Le royaume de France est entièrement entouré en fait par les possessions de Charles Quint. Charles Quint a été élu empereur du Saint-Empire romain germanique en 1519 et le but de Charles Quint, c'est de reconstituer un petit peu cette fameuse Saint-Empire romain germanique. En 1526, donc après la libération de François Ier, François Ier recherche donc une aide du côté de l'Est. Au départ, il pense à Sigismond de Pologne, mais il va aussi se tourner vers Louis II de Hongrie, qui est un jeune roi, qui est le beau-frère de Ferdinand d'Autriche, qui, lui, est tout jeune, ne sait pas très bien vers qui il va se rapprocher, mais de toute façon, François Ier cherche une alliance. Pour ça, il va envoyer plusieurs personnes, du côté de Sigismond et aussi du côté de Louis II de Hongrie. Sigismond ne répondra jamais favorablement à la demande de François Ier, par vraisemblablement peur des Habsbourg, de même que Louis II étant lié de façon maritale aux Habsbourg, ne donnera pas non plus suite à ces demandes. Donc entre 1526 et 1536, vous avez un jeu en fait d'envoyer je dirais étrangers, qui ne sont pas français, qui sont
souvent italiens, souvent espagnols, enfin, ou slaves de façon générale, qui sont envoyés par François Ier dans ces différentes cours. En 1526, Soliman, qui peut-être aussi, grâce à la lettre de François Ier, part en campagne en Hongrie, bat Louis II de Hongrie à la fameuse bataille de Mohacs, laissant donc la Hongrie sans souverain. Et là, on voit une scission en fait de la Hongrie. D'une part, Ferdinand d'Autriche, Ferdinand d'Autriche qui va être élu par la Diète à Presbourg, et un jeune transylvanien, Jean Zapolya, qui lui sera, je dirais, le poulain à la fois de François Ier et de Soliman le Magnifique, qui va aussi prendre une part de la Hongrie. Donc là, on arrive à une négociation qui permet à François de réorienter sa politique étrangère en misant sur la Hongrie et notamment sur Jean Zapolya. Jean Zapolya va être très important dans la politique étrangère de François Ier parce que tous les premiers contacts physiques avec Soliman le Magnifique se feront en Hongrie, notamment par l'intermédiaire de l'envoyé de François Ier qui est Antonio Ricón, qui est un homme très important en fait, dans la politique étrangère et orientale de François Ier. C'est lui qui va construire en fait, cette alliance, entre guillemets, par ses contacts différents. Il ira plusieurs fois en Hongrie, il assistera au couronnement de Jean Zapolya, il verra Soliman le Magnifique à plusieurs reprises. Donc entre 1526 et 1536, on a une diplomatie, entre guillemets, qui est non dite. C'est des contacts qui ne sont pas, on dirait, voulus et officiels, ils sont tous officieux. Bien sûr que la chrétienté n'est pas dupe. On va donc avoir des bruits qui courent comme quoi François Ier s'allie régulièrement à Soliman, mais c'est vrai aussi que c'est cette période où l'on voit apparaître une demande et une envie de travailler ensemble, si vous voulez, pour ouvrir un deuxième front à l'Est et disperser les forces de Charles Quint. Il faudra attendre 1536 en fait pour que officiellement François Ier et Soliman décident d'avoir des contacts militaires, élaborer des campagnes militaires ensemble. Ce ne sera pas toujours très fructueux parce qu'ils ne seront jamais vraiment sur la même longueur d'onde pour les campagnes, les buts n'étant pas forcément les mêmes non plus. François Ier, lui, est toujours dans l'optique de récupérer ses territoires italiens et donc d'envahir l'Italie ou une partie de l'Italie. Et Soliman, lui, ce qu'il recherche, c'est surtout d'avoir des bases arrières en fait, pour finir la conquête de la Méditerranée, notamment de l'Afrique du Nord. Donc avoir des bases arrières pour pouvoir rasier ou faire hiverner sa flotte ottomane. Et obtenir en fait aussi de quoi la substanter. Donc c'est vrai qu'entre 1536 et 1547, la mort de François Ier, on va avoir quelques tentatives de campagne militaire à deux. Sur terre, elle n'aura jamais lieu vraiment, parce que les deux armées n'arriveront jamais à se coordonner. Alors que par contre, on aura une collaboration militaire en Méditerranée avec Barberousse, à plusieurs reprises, et notamment à Nice, en 1544, où c'est vraiment la seule et unique, je dirais, collaboration militaire, où vous avez la flotte ottomane et la flotte française qui sont l'une à côté de l'autre, et qui se battent contre les Habsbourg au niveau de Nice. Pourquoi Nice? Nice, à l'époque, n'était pas française. Hein. Elle appartenait au duc de Savoie, qui était du côté Habsbourg. Ça. Vous avez aussi suite à cette collaboration militaire, qui est quand même un échec, parce que Nice ne tombe pas, vous avez quand même l'hivernage de la flotte à Toulon. Ça aussi, c'est important. Ça aussi va créer des gros problèmes pour François Ier, parce qu'on vide Toulon de ses habitants pour installer la flotte de Barberousse. Tout ça a un coût financier aussi pour le sultan, pour Soliman le Magnifique,
mais c'est aussi un coût financier pour François Ier. Voilà. Et tout, je n'ai pas parlé de toutes les tractations en fait, qui a lieu grâce à Barberousse. C'est le premier envoyé presque ottoman en France. C'est lui qui fait les premiers pas. Vous avez Antonio Ricón, qui est vraiment l'homme sur qui repose jusqu'en 1541 la politique orientale de François Ier. Et de l'autre côté, c'est Barberousse qui joue ce rôle-là. Comme envoyé du sultan. Or, Barberousse, c'est quand même au départ un corsaire, effectivement, qui devient l'amiral de la flotte ottomane en 1533, mais c'est en fait entre Barberousse et Ricón que tout se joue, dans un premier temps. Je dirais que c'est sûr que ça va à contre-courant de ce qui existait, on est bien d'accord. Mais c'est vrai que François Ier était considéré, comme tous les rois de France précédents, hein, comme le roi très chrétien. Donc il avait donc un devoir de défense de la chrétienté. Et c'est vrai que le fait qu'un roi très chrétien s'allie avec l'Empire ottoman, qui représente aussi le grand danger de l'époque, hein, de l'islam et de l'infidèle, a relativement choqué. A choqué. Et c'est vrai que durant toutes ces tractations et ces collaborations militaires avec François Ier, il y a effectivement des voix qui s'élèveront contre le fait que le roi très chrétien s'allie avec les Turcs. Mais c'est vrai qu'on est en face là de quelque chose qui émerge pour la première fois, on est devant un réalisme politique. François Ier a besoin de sauvegarder son royaume et du coup, il fait fi en fait de ces problèmes, je dirais, de religion, même s'il reste très chrétien et que pour lui, le turc n'est qu'une façon d'arriver à ce qu'il veut, en fait, sauvegarder ce royaume. Donc il va toujours être il va jouer sur les deux tableaux, François Ier. Il n'est jamais très clair avec Soliman. Il sera parfois un peu perfide, parfois il reviendra sur ses paroles. Il sera toujours lié quand même avec les autres, je dirais, rois de l'époque ou empereurs comme Charles Quint, et vis-à-vis du pape et de Venise aussi. Parce que c'est vrai que ce n'est pas un jeu entre la France et les Habsbourg, c'est un jeu qui est beaucoup politique, qui est beaucoup plus important que ça, qui effectivement fait jouer le pape, fait jouer Venise, fait jouer les Habsbourg, fait jouer l'Empire ottoman. On est dans et aussi une partie de l'Europe de l'Est. Hein, donc c'est vrai qu'on est dans un jeu pour la première fois qui est énorme, énorme politiquement, je dirais. On voit apparaître l'idée de nation, ce qui n'était pas le cas avant aussi. On a des princes chrétiens qui au départ sont des princes qui se bagarrent entre eux mais qui n'ont pas d'unité. En face, vous avez un empire uni qui est dirigé par une seule et même personne. On a là, Soliman va effectivement jouer sur la désunion des princes chrétiens. Et l'idée de croisade qui est toujours très vivante, et le pape va jouer sur cette idée de croisade pour unir les princes chrétiens. François Ier fera tout son possible pour ne pas participer à une croisade, même si dans les traités différents qu'il va signer au fur et à mesure de son règne pour pouvoir se réconcilier de temps en temps avec les Habsbourg ou avec la papauté, il y aura toujours l'idée de croisade. François Ier freinera des 4 fers pour envoyer, ne serait-ce que sa flotte, à l'encontre de l'Empire ottoman. Parce qu'il avait besoin d'un allié beaucoup plus important et beaucoup plus fort. C'était ça, sa primauté. De ce côté-là, François Ier est très pragmatique, très fin aussi. Mais il va quand même devoir affronter une opinion assez hostile à cette alliance, qui est compréhensible, parce que cette alliance va à l'encontre de tout. Il faut bien comprendre que le Turc était l'infidèle, on en avait extrêmement peur au XVIe siècle, que c'était l'ennemi vraiment à abattre. François Ier va devoir justifier en fait cette collaboration avec le Grand Turc. En fait, en 1536, vous avez juste
pour la première fois un ambassadeur officiel qui part pour la Sublime Porte, hein, pour Istanbul. C'est Jean de la Forest. Il est envoyé par François Ier auprès de Soliman, avec effectivement toute une série d'instructions rédigées par le chancelier Duprat. Il y a des instructions militaires, mais il y a aussi des instructions en vue d'un commerce. Enfin, signer les fameuses capitulations qui donneraient une primauté en fait, au niveau du commerce, au niveau de l'Empire ottoman, une primauté des Français dans l'Empire ottoman. Bon, il faut savoir que cette fameuse capitulation de 1536 n'a jamais été signée. Hein. C'est juste un projet qui n'a pas vu le jour, qui verra vraiment le jour en 1569, donc sous Charles IX. Mais quand même, malgré tout, même si cette capitulation n'est pas signée, elle va permettre aux Français de commercer librement dans les terres de l'Empire. Et puis, elle va aussi permettre à François Ier de s'ériger en protecteur en fait, des chrétiens en Orient, ce qui sera important pour la suite en fait, puisque ça lui permettra de jouer un médiateur en fait entre l'Orient et l'Occident, et ce rôle de médiateur sera une des façons de justifier son action auprès de la Sublime Porte. Au niveau commerce, on n'a pas de grandes révolutions. On ne peut pas dire qu'il y a de grandes révolutions au niveau des échanges entre l'Orient et l'Occident, parce que ces échanges existaient déjà avec Venise, avec Gênes ou avec Florence. La primauté des Français ne va pas s'affirmer tout de suite. Par contre, le fait d'envoyer des ambassades à la Sublime Porte est important parce que ces ambassades, c'est aussi une façon d'emmener différentes personnes, des scientifiques, des gens qui s'intéressent à la culture de l'islam, et ça va donner une nouvelle vision en fait de l'islam. Ça va commencer à faire travailler les gens sur une nouvelle perception du turc. Voilà. C'est pas celle de Jean de la Forest qui sera la plus importante. Ça sera l'ambassade de Gabriel d'Aramon, qui lui part vraiment avec un nombre de personnalités importantes, où vous avez Pierre Bellon, vous avez Guillaume Postel, vous avez Jean Tevet qui arrivera plus tard. Vous avez plein de personnalités en fait qui vont jouer un rôle très important à leur retour, parce qu'ils vont pouvoir voyager dans l'Empire, récolter des informations. C'est vrai que tout ça, c'est important pour la suite, au niveau intellectuel. Au niveau art, on n'aura pas non plus de grandes transformations. On aura juste, on pourra dire, la naissance de l'orientalisme avec l'exotisme qui apparaît. C'est vrai que tout le monde est ébloui en fait par la cour de Soliman, par la richesse des vêtements, par la richesse en orfèvrerie, en bijoux, par ces céramiques d'Iznik. Tout le monde, voilà. Donc mais on n'aura pas de véritable impact en France même. C'est plus un contexte général, je dirais. Alors on aura les fameuses turqueries, hein, où on se déguise dans des bals masqués en turc. Vous aurez les carrousels aussi, où vous aurez des affrontements entre les armées turques, enfin ottomanes, déguisées, enfin des gens déguisés en turcs contre les armées d'Occident. Ça, on en verra à peu près dans toutes les cours en fait, d'Occident, entre la fin du XVIe et le début du XVIIe siècle. Dès le XVIe, vous avez Jean Bounin, qui écrit La Sultane, qui est en fait une pièce de théâtre sur Roxelane, donc la femme de Soliman le Magnifique, à qui l'on prête malheureusement pas que des choses sympathiques, notamment
on l'accuse d'avoir fait assassiner le fils aîné de Soliman, enfin, d'être à l'origine de la décision de faire assassiner le fils aîné de Soliman. Donc Jean Bonin va écrire une pièce de théâtre parlant des intrigues du harem et des intrigues de Roxelane, hein, donc, pour pouvoir arriver à ses fins. Au niveau de la littérature, on voit apparaître les romans orientalisants, mais on voit surtout apparaître des pièces de théâtre. Et dès 1561, Gabriel Bounin propose une pièce de théâtre qu'il appelle La Sultane. En fait, c'est à partir d'éléments véridiques, il construit une trame sur le rôle de Roxelane dans l'assassinat du fils aîné de Soliman le Magnifique et les intrigues qu'elle a pu mener. Mais il y aura d'autres pièces de théâtre. Il y aura Roxelane de Desmarais, qui est un peu plus tardif, 1643. Vous aurez Racine aussi, qui travaillera sur ces pièces de théâtre avec Bajazet. Donc c'est vrai qu'on a toute une littérature française qui va s'inspirer en fait de ces faits, de faits plus ou moins véridiques et relatés en fait via les ambassadeurs, les voyageurs, et ça donne naissance à toute une littérature. Mais vous aurez aussi la création au Collège de France, enfin au futur Collège de France, de la chaire hébraïque, arabique et à Guillaume Postel, il me semble, qui sera le premier lecteur en fait de cette chaire et qui voilà, permettra aussi de découvrir la langue arabe en traduisant les évangiles en fait en arabe, mais aussi en proposant la première grammaire arabe en France. Jean Postel avait été envoyé effectivement en Orient, dans l'ambassade de Gabriel d'Aramon, pour récupérer de nombreux manuscrits orientaux pour la bibliothèque royale. Mais ce sera, il amènera bien plus en fait que des manuscrits orientaux. Au niveau des voyageurs, eux vont relater leur voyage, ils vont aussi relater ce qu'ils voient avec des choses très, je dirais, pas formelles, mais ils vont vraiment relater ce qu'ils voient. Et c'est bien la première fois qu'on le fait, parce que jusqu'à présent, on était plutôt dans une notion pas de rêverie, mais c'était une façon de se représenter l'islam, et non pas l'islam tel qu'elle était. Et la vision de ces voyageurs va être très importante pour voir naître une nouvelle perception de l'autre, en fait, et de l'islam et du musulman. Je pense à Nicolas de Nicolay, par exemple, qui lui est un peu plus tardif, hein, mais qui relate, qui va faire un livre sur son voyage avec l'ensemble des costumes qu'il aura pu voir dans le monde ottoman. Son livre de costumes aura une grande influence sur les différents livres de costumes qui vont paraître beaucoup plus tard et seront utilisés en fait pour les peintures du XVIIe, voire du XVIIIe. Je pense à Pierre Bellon qui va aussi travailler énormément sur tout ce qui est faune et flore. La perception de cette alliance est très mal perçue par les contemporains. François Ier sera accusé d'avoir fait pénétrer le turc en Europe, même si ce n'est pas vrai. Soliman n'avait pas besoin de François Ier pour passer en Europe. Il y aura une diatribe de Charles Quint contre François Ier en 1536 devant le pape et les cardinaux, en l'accusant en fait d'une mésalliance et de trahir la chrétienté. Donc oui, elle est très très mal perçue. Mais il faudra donc justifier, comme je vous disais tout à l'heure, justifier cette alliance, et on ira chercher des exemples dans la Bible, notamment sur la possibilité pour un prince chrétien d'aller chercher de l'aide chez les infidèles à partir du moment où il doit défendre son royaume. Il y aura 12 exemples tirés de la Bible de Constantin à Maximilien qui seront argumentés par Jean de Montluc, qui est aussi un des grands défenseurs de la politique de François Ier.
Voilà. Mais c'est vrai que de façon générale, peu de personnes soutiendront François Ier dans cette alliance, c'est évident. Bien qu'on en trouvera quelques-uns de temps en temps. L'alliance franco-ottomane va survivre à François Ier, déjà avec son fils Henri II. François Ier meurt en 1547. Henri II, dans un premier temps, ne prend pas trop conscience de l'importance du rôle de Soliman. Il n'en a pas forcément besoin. Ce n'est pas qu'il ne se trouve pas important, c'est qu'il n'en a pas forcément besoin. Ce sera différent à partir de 1555. Où là, il va vraiment réactiver l'alliance. Il réenvoiera des ambassades, bien que les ambassades ne se sont jamais vraiment arrêtées, mais Gabriel Darramon repartira en fait là-bas, suivra aussi Soliman dans ses campagnes. La France se joue un rôle de médiateur en fait entre l'Empire ottoman et les chrétiens, soit les Habsbourg, soit Venise, etc. Et Henri II, c'est vrai, le Gabriel Darramon, l'ambassadeur d'Henri II, sera donc à la prise de Tripoli. Ce sera lui qui sera médiateur entre les chevaliers de Malte et l'Empire ottoman et Soliman. Mais c'était vrai déjà avant, en 1540. Donc là, on voit aussi la diplomatie française acquérir un rôle qu'elle défend et qui va jouer un grand rôle justement dans la post-alliance François Ier, c'est-à-dire ce rôle de médiateur, ce rôle de protecteur des chrétiens en Orient, qui sera et aussi le commerce, parce que il sera important pour les Français d'avoir un pied en fait en Orient. Et la capitulation de 1569, qui elle est vraiment signée sous Charles IX et avec le pacha Sokollu, c'est vrai que c'est important pour la suite des événements de la France en Orient, puisque les bateaux chrétiens navigueront sous le pavillon français pour l'Empire ottoman. Et ce sera un des rôles aussi. Et c'est pour ça que je dirais que l'alliance plus ou moins dure, et pour les questions de commerce, pour les questions de médiation, pour des questions aussi d'hégémonie, les Habsbourg, si c'est les Habsbourg, sont toujours, même au XVIe et XVIIe, restent des ennemis de la France. Et on réactivera à plusieurs reprises cette collaboration franco-turque. Toujours pour contrer Philippe II d'Espagne, par exemple, ou voilà. Même Louis XIV le fera, même si au départ, Louis XIV n'était pas forcément favorable non plus à ce type d'alliance, il réactivera cette alliance. Donc oui, il y aura, je dirais, cette collaboration perdure, oui, pendant presque 3 siècles.